Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 15e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur le dernier épisode des droits de douane américains, sur le rapport annuel de la Cour européenne des comptes et sur l'interdiction des PFAS dans les jouets. Dans le club des 27, l'Espagne manifeste pour des logements abordables. La Pologne poursuit les efforts entrepris par Europol dans le cadre de KidFlix. L'Allemagne annonce un accord de coalition. La Grèce défile contre la vie chère. Et la Hongrie tourne en ridicule la loi anti-Pride. Et chez nos chers voisins, l'opposition turque réaffirme sa stratégie et l'Ukraine tente de se redonner des arguments dans les négociations. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. International, les Européens d'accord sur la réplique aux droits de douane américains avant leur suspension. Après une semaine enflammée par Donald Trump qui a imposé 20% de droits de douane généraux à l'ensemble de ses partenaires commerciaux, l'Union européenne peaufinait sa réplique concernant les 25% imposés sur l'aluminium et l'acier. Il aura fallu près d'un mois pour que les 27 tombent d'accord et adoptent leur réponse aux États-Unis mercredi 9 avril. La Hongrie n'a pas voté les droits de douane, mais les 26 autres oui, malgré les tergiversations de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Les Européens se sont mis d'accord pour cibler le tabac, l'acier, le textile, les œufs, le fil dentaire, la volaille, les diamants, les motos, les bateaux de luxe, les appareils électroménagers et bien d'autres encore. Pour certains, les droits s'élèveront à 25% et pour d'autres à 10%. Des droits de douane qui seraient appliqués graduellement. Une première tranche est prévue le 15 avril, une autre mi-mai et une dernière début décembre. En parallèle, Ursula von der Leyen propose à Donald Trump un accord zéro pour mettre fin à toute barrière douanière entre les deux partenaires transatlantiques. Une offre refusée par Donald Trump qui préférerait que l'Union européenne achète plus de gaz naturel liquéfié. Mais dans l'arrière-boutique, les 27 sont assez divisés. La France, la Belgique et l'Allemagne demandent le déclenchement de l'instrument anti-coercition, alors que la Finlande et la Suède veulent avancer sur le libre-échange et somment les 27 de voter l'accord UE-Mercosur sur lequel la France espère atteindre une minorité de blocage. L'Italie tente de jouer sur les deux tableaux en tentant d'amadouer la Maison-Blanche tout en essayant de jouer la médiatrice pour l'Union européenne. Avec l'imposition des droits de douane, l'inquiétude grandit sur l'afflux de produits chinois qui ne rentreront plus sur le marché américain. Alors que le Conseil annonce le vote de quelques 22 milliards d'euros de droits de douane réciproques imposés aux États-Unis, la Maison-Blanche fait marche arrière dans la soirée et suspend les droits de douane généraux pour 90 jours. Une suspension qui ne touche cependant pas les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. La Commission européenne a annoncé dans la foulée suspendre les droits de douane imposés sur les produits américains et entend bien négocier avec les États-Unis pour trouver un terrain d'entente. Le retour en arrière de Donald Trump s'explique par les taux d'intérêt des États-Unis sur les marchés des obligations qui avaient bondi depuis quelques jours. Certains craignent que les États membres tentent de négocier individuellement avec les États-Unis. Une théorie qui pourrait prendre du poids si l'administration Trump venait à cibler les États membres individuellement. Le 17 avril, Giorgia Meloni se rendra à Washington et personne ne sait si elle jouera la carte du collectif ou la carte individuelle. Cour européenne des comptes. Les auditeurs dénoncent l'opacité des subventions. C'est un des serpents de mer auxquels les ONG sont confrontés depuis quelques semaines. Dans la lignée de l'omnibus, certains eurodéputés du PPE, avec l'aide des partis d'extrême droite,
tente d'affaiblir les ONG, et notamment les ONG environnementales financées par le programme LIFE. Cette semaine, la Cour européenne des comptes a sorti son rapport annuel et y pointe du doigt l'opacité des subventions à l'égard des ONG. Elle y dénonce le manque de transparence dans l'attribution des subventions et le suivi concernant le respect des valeurs de l'UE par ces ONG. La Cour européenne des comptes relève des abus, mais n'a pas constaté de problèmes structurels. Deux ONG financées par le programme LIFE sont visées par le rapport. Une des deux ONG était un institut de recherche qui ne devait pas obtenir la qualification d'ONG puisqu'elle était composée uniquement de représentants gouvernementaux. L'autre n'avait que des buts commerciaux. Pas de quoi faire une généralité sur les ONG environnementales qui bénéficient du programme LIFE. Le rapport parle des 7 milliards d'euros distribués entre 2021 et 2023 à l'ensemble des ONG dans l'ensemble des programmes, et notamment dans le cadre du fonds de cohésion et plus précisément le fonds de développement régional qui finance des événements culturels. Sur ces 7 milliards, seuls 15 millions d'euros ont été distribués dans le cadre du programme LIFE, qui, de l'aveu même des ONG environnementales, n'est qu'un appoint dans leurs finances. La Commission européenne a indiqué en réponse à ce rapport qu'elle allait réformer l'attribution des subventions en redéfinissant la qualification d'ONG et en mettant en place une agence de contrôle sur le respect des valeurs de l'UE. Consommation. L'UE sur la voie de l'interdiction des PFAS dans les jouets. Le trilogue entre Commission, Conseil de l'UE et Parlement européen a donné lieu à un consensus sur l'interdiction des produits nocifs dans les jouets, tels que les PFAS et les perturbateurs endocriniens. L'exposition chronique à ces produits entraîne des risques hépatiques, des taux de cholestérol élevés, une diminution de la réponse immunitaire, un faible poids à la naissance, des troubles hormonaux et plusieurs types de cancers, raison de plus pour les interdire dès les âges les plus précoces de la vie. Désormais, il revient au Conseil de l'UE et au Parlement européen de voter pour le texte. Les deux institutions ne sont pas censées changer de position, mais cela peut encore arriver. Wait and see donc. Passons désormais au Club des 27. Espagne. Les Espagnols dans la rue pour des logements plus abordables. Samedi 5 avril, c'est toute l'Espagne qui s'est mobilisée pour manifester pour des logements plus abordables. Rien qu'à Madrid, ce sont 150 000 personnes qui ont répondu à l'appel du syndicat des locataires. À côté de Madrid et Barcelone, ce sont en tout une quarantaine de villes qui se sont mobilisées pour faire part de leur colère face à un parc locatif qui se rétrécit et dont les loyers atteignent des sommets. La faute aux multipropriétaires et aux fonds d'investissement qui transforment le parc locatif en logement touristique de court séjour et pour des baux inférieurs à 1 an. Une tendance qui s'est amorcée avec l'arrivée d'Airbnb et d'autres sites internet de location de courte durée et qui s'est accentuée avec l'arrivée de télétravailleurs nomades. D'après les témoignages recueillis par Euractiv, il faut parfois composer avec des loyers à 1600 euros à Madrid ou 1800 euros à Citres, une ville d'un peu plus de 30 000 habitants au sud-ouest de Barcelone. Les jeunes actifs restent chez leurs parents plus longtemps, la faute au peu de logements abordables. Même la périphérie des grandes villes est touchée. Il faut alors soit se résigner à prendre une colocation, ou alors partir pour des endroits plus isolés. Le gouvernement espagnol a bien tenté de répondre en légiférant en avril 2023 en permettant aux régions autonomes d'encadrer les loyers dans les zones sous tension, mais cette loi n'a pas les effets escomptés. La Catalogne, la seule région à réguler les loyers, n'a pas inséré les contrats saisonniers dans les locations soumises à l'encadrement. Ces locations inférieures à 11 mois continuent de prospérer et représentent 40% des logements loués à Barcelone. Les loyers ont augmenté de 14% en moyenne en 2024. Madrid a une hausse supérieure à la moyenne
avec 17%. Et sur une décennie, le dérapage des loyers est flagrant. Entre 2014 et 2024, les loyers ont augmenté de 158% aux îles Baléares, de 139% à Valence, de 107% aux îles Canaries et de 100% à Madrid et à Barcelone. Et les loyers à prix modéré ne représentent que 2,5% du parc. Le syndicat des locataires menace d'une grève des loyers dans les immeubles détenus par des fonds d'investissement et demande à ce que les loyers soient divisés par deux et que le législateur permette des contrats de location à durée indéterminée. La question du logement est au cœur des débats en Espagne et chaque année, la situation s'aggrave. L'industrie du tourisme, qui a permis à l'Espagne de se relever après la crise de la dette, devient désormais un fardeau pour des millions d'Espagnols qui ne demandent rien de plus qu'un logement qui leur permette de vivre dignement. Pologne, démantèlement d'un réseau pédocriminel. La semaine dernière, je vous parlais du réseau pédocriminel Kitflix, démantelé en Bavière et qui avait permis un large coup de filet grâce à une grande coopération policière internationale d'une trentaine de pays et avec le soutien d'Europol. Cette semaine, la police polonaise poursuivait les efforts entrepris dans le cadre de Kitflix avec l'opération Fever, qui en est justement le prolongement. Mercredi 9 avril, la police polonaise annonce l'interpellation de 166 personnes. 111 d'entre elles ont été placées en détention provisoire, dont 48 en Pologne. Une opération soutenue par Europol avec le soutien de 11 pays: l'Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Roumanie et la Suède. Comme en Bavière, les personnes arrêtées produisaient du contenu pédopornographique, animaient un forum et poussaient des mineurs au suicide. Les 159 perquisitions ont permis la saisie de 1700 appareils de stockage. C'est en tout un peu plus de 520 000 fichiers, vidéos et photos qui ont été saisis. 2 opérations de démantèlement en 2 semaines qui semblent indiquer qu'Europol et les forces de police européennes ont réussi à cartographier les réseaux pédocriminels européens. L'opération Fever sera peut-être suivie par d'autres dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Allemagne, la CDU-CSU et le SPD s'accordent sur un contrat de gouvernement. Depuis les élections du 23 février, il est acquis que la coalition qui prendra le pouvoir au printemps sera composée de chrétiens démocrates et de sociaux-démocrates. Mais il fallait trouver un compromis dans des négociations qui s'annonçaient serrées. Le 18 mars, les deux futurs partenaires de coalition parvenaient à faire voter au Bundestag un plan d'investissement immense avec une somme estimée à près de 1000 milliards d'euros qui devrait être investie d'ici à 2029 pour les 400 milliards d'euros destinés à l'armée et sur 10 ans pour les 500 milliards d'euros destinés aux infrastructures. Une enveloppe qui devrait bien aller au-delà puisque la réforme doit permettre aux lenders de s'endetter, ce qui n'était pas possible jusque-là, et les dépenses de défense ne seront pas sujettes aux freins à l'endettement. Un plan d'investissement massif qui venait répondre à 2 enjeux majeurs: le retrait potentiel des États-Unis dans la défense de l'Europe et l'adaptation au changement climatique. Reste qu'après cette réussite éclatante, il restait à s'entendre sur le contrat de gouvernement pour les 4 prochaines années. Une feuille de route âprement négociée où les sociodémocrates, malgré leur défaite lors des législatives et un score historiquement bas pour le SPD, ont vendu chèrement leur peau pour que Friedrich Merz puisse être investi chancelier début mai. La CDU-CSU a réussi à imposer ses mesures fiscales avec une réduction progressive de l'impôt sur les sociétés, une réduction du prix de l'énergie aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs et une baisse générale de l'impôt sur le revenu. Le SPD a renoncé à la taxation des plus riches. Sur l'immigration, le SPD en ressort grandi puisque les mesures strictes de Friedrich Merz
se sont adoucis avec un maintien des contrôles jusqu'à ce qu'un corps de garde frontière opérationnel soit mis en place, ce qui ouvre certainement la porte à une réforme de Frontex. En parallèle, le futur gouvernement devrait mettre fin aux régularisations accélérées et la CDU a renoncé au retrait de la double nationalité pour les délinquants. Mais la mesure phare du SPD qui a été retenue, c'est l'augmentation du salaire minimum à 15 euros de l'heure à partir de 2026. Le retour du service militaire ne sera pas obligatoire, mais sur la base du volontariat, et la légalisation partielle du cannabis, adoptée lors du précédent gouvernement, sera évaluée à l'automne, alors que la CDU promettait son abrogation pure et simple. Comme promis, le gouvernement mettra la pression sur les allocataires des minima sociaux. Le Bürgergeld, équivalent allemand du RSA, sera transformé en allocation chômage et sera largement conditionné. Sur la politique étrangère, il n'est finalement pas fait mention de l'envoi de missiles Taurus à l'Ukraine et la chancellerie s'impliquera directement dans le processus législatif européen en gérant la coordination de la position allemande. Au niveau des portefeuilles, le coprésident du SPD, Lars Klingbeil, devrait devenir vice-chancelier et récupérer le ministère des Finances. Le SPD récupère les ministères de la Justice, de la Défense, du Travail, de l'Environnement, de la Coopération et du Logement, ce qui est bien payé pour un parti qui n'a récolté que 16% des voix. La CDU aura donc la chancellerie avec Friedrich Merz, mais aussi les ministères de l'économie, des affaires étrangères, de l'éducation, de la santé et du petit nouveau concernant la numérisation et la modernisation de l'État. La CDU récupère le ministère de l'Intérieur et celui de la Recherche. Reste désormais aux trois partis à soumettre le document de 140 pages au vote, et si les partis sont d'accord, l'élection de Friedrich Merz en tant que chancelier au Bundestag devrait avoir lieu le 7 mai. Grèce, une grève nationale pour le pouvoir d'achat. Mercredi 9 avril, 15 000 manifestants ont défilé à Athènes et à Thessalonique pour une vie digne, comprenez un meilleur pouvoir d'achat. Il faut dire que le salaire moyen grec est toujours inférieur de 25% au salaire moyen en Grèce de 2008. En plus des défilés, les transports, les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les administrations du pays marchaient au ralenti. L'augmentation du salaire minimum, qui est passé de 830 à 880 euros le 1er avril, n'arrive pas à compenser l'inflation qui ne parvient pas à ralentir. La Grèce retrouve une croissance exceptionnelle de 2,3% en 2024 grâce à sa bonne gestion et son attractivité vis-à-vis des investissements étrangers, mais elle continue de porter le fardeau de la crise de la dette et de la crise d'austérité qui a suivi. Difficile d'effacer 10 ans de récession. Le détricotage du droit du travail pour tenter de relancer l'économie a aussi massivement affaibli les conventions collectives. Le logement est aussi en cause, puisque cela représentait 35,2% des dépenses des ménages en 2023, contre 19,7% pour le reste de l'UE. Hongrie, une manifestation contre la loi anti-Pride. Tous en gris. Tel était le mot d'ordre du parti hongrois du chien à deux queues, le MKKP, un mouvement parodique qui s'est inscrit comme parti et qui a organisé la manifestation du samedi 12 avril. L'occasion de détourner la manifestation de manière tout aussi absurde que la loi pondue par la majorité en place. Les manifestants, tous vêtus de gris, affichaient même des drapeaux LGBTQIA+, en nuances de gris, annonçant fièrement leur Grey Pride. 10 000 personnes se sont jointes au cortège. Un moyen de dénoncer la standardisation des Hongrois en cours, voulue par Viktor Orban. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie, Özgür Özel, réélu à la tête du CHP, déterminé à poursuivre la fronde. Dimanche 6 avril, le Parti populaire du peuple, le CHP, organise un congrès exceptionnel
pour confirmer la présidence du parti détenu par Özgür Özel depuis 2023. Une réélection pour redonner de la légitimité populaire au CHP et faire de Özel l'opposant principal du président Erdogan qui s'est révélé lors des manifestations qui ont suivi l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Le CHP avait tendance ces dernières années à prendre ses distances avec les mouvements populaires dans la rue, une méfiance qui était plus ou moins réciproque, le CHP étant considéré comme un parti élitiste et peu militant. Mais après l'arrestation d'Imamoglu, il y a eu comme une prise de conscience que la rue avait besoin de personnalités qui tiennent la ligne. Après une première manifestation décevante, Özgür Özel est parvenu à incarner une certaine dynamique de contestation face à la menace d'une disparition totale de l'état de droit en Turquie. D'ailleurs, cette dynamique s'est ressentie lors de la primaire présidentielle mi-mars, où le nombre d'électeurs lors de la primaire ouverte représentait 10 fois le nombre d'adhérents du CHP. Le CHP a retrouvé la légitimité populaire pour s'opposer à Erdogan. La convocation extraordinaire du congrès du CHP se justifiait aussi par la menace d'une mise sous tutelle administrative du parti par le gouvernement qui menace de nommer un administrateur qui lui serait loyal. La réélection d'Özel à la tête du parti est aussi l'occasion de réaffirmer la stratégie du parti. Appelé à des élections anticipées, poursuivre le boycott des marques proches du pouvoir et faire signer à 30 millions de Turcs la pétition qui demande la libération d'Ekrem İmamoğlu, ce qui représente tout de même la moitié du corps électoral. Malgré tout, le parti reste sous enquête pour une accusation de vote truqué lors du dernier congrès en 2023 qui a vu Özel être élu. L'arme judiciaire est la principale arme du gouvernement pour faire taire l'opposition. Outre la double accusation de corruption et de complicité de terrorisme, des affaires antérieures doivent être jugées à l'encontre d'Ekrem İmamoğlu pour menaces envers le procureur, pour une manipulation d'appels d'offres et une récolte illégale de donations, des accusations qui remontent à presque une décennie pour la plus ancienne. Le CHP entend bien continuer de mener la fronde tant que ce sera possible, mais la pression mise par le pouvoir pourrait bien avoir raison de l'opposition. C'est là la dernière étape pour Erdogan pour parvenir à une démocratie de façade totalement débarrassée de l'opposition. Ukraine, un cessez-le-feu toujours pas respecté, des Chinois au front et une incursion dans Belgorod. Malgré l'accord de cessez-le-feu signé il y a quelques semaines, rien ne change. Chaque jour, l'Ukraine voit une pluie de missiles et de drones s'abattre sur elle. La semaine dernière, je vous parlais de Kryvyi Rih, la ville d'origine de Volodymyr Zelensky. Kharkiv et Soumy ont elles aussi subi le feu russe. Et malgré cette pluie de bombes, l'administration Trump ne fait aucune déclaration pour dénoncer les attaques russes. Donald Trump s'offusque simplement de la poursuite des attaques en mettant sur un pied d'égalité l'Ukraine et la Russie. Pire, les infrastructures énergétiques et de chauffage ukrainiennes continuent d'être touchées. Un crime de guerre puisque ces derniers jours, l'Ukraine vivait ses dernières neiges du début d'année. Mardi 8 avril, Volodymyr Zelensky fait une annonce choc. 2 soldats chinois sous uniforme russe ont été capturés par l'armée ukrainienne. L'administration ukrainienne dit avoir identifié 155 Chinois sur le front. Lors de cette annonce, il demande des explications à la Chine. Le président ukrainien dénonce l'implication indirecte de la Chine en finançant la guerre russe et en fournissant des armes à la Russie, mais aussi directe, puisque désormais des citoyens chinois se retrouvent sur le champ de bataille ukrainien. Les 2 soldats chinois ont été capturés dans la région de Donetsk. Volodymyr Zelensky sous-entend que la Chine participe activement à la guerre en Ukraine et demande aux États-Unis et à l'Union européenne d'agir en conséquence en adoptant des sanctions
à l'égard de la Chine. Il espère impliquer un peu plus les États-Unis aux côtés de l'Ukraine en utilisant aussi la présence de citoyens chinois sur son territoire. La Chine s'offusque du fait que l'Ukraine émette l'hypothèse qu'elle consente à l'envoi de soldats et participe activement à la guerre. La Chine qualifie les propos du président ukrainien d'irresponsables. Les mercenaires chinois seraient recrutés sur Douyin, le nom de TikTok en Chine, et la Russie leur promettrait 52 000 euros avec un solde de 2 500 euros par mois, une proposition alléchante quand on sait que le chômage des jeunes en Chine est très élevé depuis le Covid. Les Chinois intéressés se rendent avec un visa touristique en Russie, puis se rendent directement dans un bureau de recrutement où ils signent un contrat d'1 an renouvelable. Un moyen pour la Chine de garder ses distances avec les engagements de ses citoyens. Dernière annonce, Volodymyr Zelensky a annoncé lundi 7 avril que les forces armées ukrainiennes avaient fait une percée dans la région russe de Belgorod. L'Ukraine dispose de 13 km² autour du village frontalier de Demidovka. Les renseignements ukrainiens craignent depuis plusieurs semaines une offensive du côté de Soumy, au nord de l'Ukraine, et ce serait la raison de cette incursion. L'offensive a débuté le 18 mars, c'est-à-dire la veille de l'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump, un message pour dire que l'Ukraine peut encore prendre des initiatives et de démentir l'idée que l'Ukraine doit se résoudre à faire des concessions territoriales, comme l'entend l'administration américaine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 15e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.